Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, vous allez bien? Moi je vais très bien, j'espère que vous allez bien. De qui allez-vous nous parler ce matin? Eh bien, je vais vous parler d'un Rav qui est né à cette date. Aujourd'hui, nous sommes le 14 Tammuz, Yad Tammuz. Et donc, c'est de lui dont je vais vous parler. C'est un rabbin qui est particulièrement connu pour avoir été, durant la période du mandat britannique, il était responsable des prisons. Il était aumônier des prisons, pardon. Et surtout, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais on va commencer du début. Donc, un 14 Tammuz 1906. Il est né à Rochester, donc à New York. C'est le plus jeune d'une famille de 12 enfants, ses parents sont des immigrants, de Pologne. Après l'école primaire et l'école secondaire, il va alors étudier à l'université. Il va étudier avec le rabbin Yitzhak Elchanan, donc cette grande sommité qui est aujourd'hui d'ailleurs Yeshiva University, l'école pour devenir rabbin s'appelle de Yitzhak Elchanan School, bien entendu. Et puis c'est à New York qu'il va rencontrer son épouse Hannah Blumenthal, qui elle est originaire de Jérusalem et qui est la petite fille d'Azriel Zelig Heusdorf, qui était un des fondateurs de beaucoup de choses à Jérusalem au 19e siècle. Et les deux font leur alia et se marie à Tel Aviv en 1927 quand il a 21 ans. Il reçoit sa smicha de Rav et il va devenir le secrétaire et le bras droit d'une personnalité assez connue, le grand rabbin Yitzhak Halevi Herzog. Et donc il va accompagner le rabbin en particulier dans ses voyages. Le Rav Herzog à cette époque voyage un petit peu en Europe et essaye de tout faire afin d'organiser le sauvetage des Juifs d'Europe. Et c'est ainsi qu'il sera avec lui et au Vatican et il ira rencontrer l'ambassadeur soviétique à Londres afin de leur demander de permettre à des centaines d'érudits de la Torah de les faire qui étaient coincés en Russie afin qu'ils puissent continuer leur route vers le Japon. Alors ça vous rappelle peut-être l'histoire de la Yeshiva de Mir. C'est en fait grâce à son intervention que tous ces talmidim, tous ces étudiants de la yeshiva qui étaient bloqués en Russie ont pu atteindre le port de Vladivostok et de là, ont pu continuer leur route vers le Japon. Et puis en 1943, il est en Israël, il va s'enrôler dans l'armée britannique et il sera aumônier militaire dans les unités qui sont en Eretz Israël et en particulier aussi, il va devenir en particulier dans ce rôle, il aide les survivants de l'Holocauste, de la Shoah qui arrivent en Israël. Il faut savoir que en Eretz Israël vont arriver des survivants depuis le début de la guerre jusqu'à la fin et après-guerre bien entendu, et il fait tout pour s'en occuper. Et puis après la libération en 1946, il devient rabbin des prisons et des camps de détention. Alors à cette époque, les camps de détention, on en a en Palestine mandataire, mais on en a aussi au Kenya. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, puisqu'on connaît de nombreuses personnes. Par exemple, Shmuel Tamir, on en avait parlé à l'époque. Shmuel Tamir, donc qui va devenir le ministre de la Justice sous le gouvernement Begin. À ce moment-là, ils sont dans des camps de détention britanniques. Il faut dire qu'ils se démènent pour ces prisonniers. Il va réussir à tout faire. Il va essayer. Il va tout essayer pour leur rendre la vie plus facile. Et puis aussi, il réussira à dissuader le commandant militaire britannique et le général Evelyn Barker d'approuver l'exécution de 18 membres du Lahri après des attaques ferroviaires à Haïfa. Et donc, il va réussir à commuer cette peine en une peine de prison et non pas une peine de mort. Et puis, il est aussi extrêmement connu puisque quand le 21 avril 1947, on est une semaine après les pendaisons de Akko, on a une rumeur à Jérusalem, on a un couvre-feu et on comprend que Feinstein et Barazani vont être exécutés, les célèbres Feinstein et Barazani. Et le Rav, à 9h15 du soir, les officiers britanniques vont aller au domicile du Rav Yaakov Goldman, lui demandant de les accompagner à la prison centrale qui n'est pas très loin d'ici, et ils vont il ne donne pas de raison, mais il comprend, le Rav Yaakov Goldman comprend qu'en fait on cherche, on lui demande de venir car on va très bientôt pendre Feinstein et Barazani.
Le Rav Goldman donc se rend dans la cellule et puis il discute avec les deux combattants du Lehi. Il leur lit le vidou et puis Feinstein demande et tous ensemble, les trois ensemble vont chanter Adon Olam avec beaucoup d'émotion. Et puis les deux condamnés vont chanter la Tikva et le Rav s'en va en promettant de revenir à l'aube au moment de leur dernière heure. Mais il faut savoir que Feinstein et Barzani avaient un autre plan puisqu'ils avaient réussi à se procurer une grenade et qu'ils souhaitaient se faire éclater la grenade au moment où on allait les pendre. Et comme ils comprennent que le Rav Goldman reviendra au moment de leur dernière heure, ils comprennent que ça ne sert à rien de garder cette grenade et que cette grenade est une demi-heure après son départ, afin de ne pas le blesser, ils changent leur plan original et ils s'enlacent autour de cette grenade qu'ils font exploser afin de ne pas être tués par les Anglais. Et je rappelle que c'est à côté d'eux qu'a demandé Menachem Begin d'être enterré. C'est la raison pour laquelle il n'est pas enterré sur l'Har Herzl, mais il est enterré sur Har Hazetim avec eux, puisque juste après leur décès, le Rav Yitzhak Halevi Herzog avait décidé qu'il serait enterré avec toutes les personnes qui avaient été tuées dans les massacres de 1929 et un peu plus tard de 1936. Et puis donc le Rav Goldman est vraiment connu pour avoir été très proche de toutes ces personnes pendant la guerre, de tous ces prisonniers. Et puis il va en 49, il va être nommé directeur après donc la création de l'État d'Israël du Joint. Il va travailler donc au Joint tout le reste de sa vie. Et puis après la guerre des 6 jours, il va faire un travail extraordinaire dans ce qu'on appelle le quartier musulman, qui a été en fait défini comme un quartier musulman qu'à partir de 1917 sous l'impulsion des Britanniques et une des premières choses qu'il va faire, il va recenser et cartographier tout ce quartier afin de rappeler à qui appartenaient ces maisons avant, quelles étaient des maisons juives, et il va en fait être un des grands acteurs du renouveau juif dans le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem. Voilà. Il va décéder le 21 juillet 1986 à Jérusalem. Et sera enterré dans le cimetière de Har Hazetim du Mont des Oliviers. Et il faut dire qu'il y a à Jérusalem une place qui porte son nom, juste à côté du musée des prisonniers clandestins de la Marteret. Voilà, Daniel. Merci beaucoup, Eliana. C'était une histoire très intéressante de se rappeler en fait de ce Rav, de cet aumônier qui avait marqué on va dire l'histoire de l'État d'Israël ou de la création de l'État d'Israël, de la résistance justement contre l'Empire britannique. On en a parlé beaucoup ces derniers jours avec la visite du prince William. Merci Eliana. Nous allons marquer une pause et tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.